Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de suivre le grand débat sur Eden Télévision. L'actualité toujours relative à l'évolution de la pandémie liée au coronavirus sera encore au cœur de cette édition du Forum de la rédaction. Nous allons revenir sur le message du chef de l'État ce dimanche à ses concitoyens. Patrice Talon l'a affirmé clairement. En tout cas, pour lui, la majorité des Béninois n'a pas les moyens de supporter un confinement général de longue durée. La forte mesure prise jusque-là, c'est simplement isoler certaines villes ou certaines communes. On parle de cordon sanitaire. Que peut-on dire alors du respect de ces mesures dans ces localités ciblées? Que retient-on du message du chef de l'État et surtout, quelle analyse peut-on faire de cette intervention du président Patrice Talon sur la pandémie liée donc au Covid-19. Le débat sera fait sur ce plateau. Nous n'allons pas occulter également le volet politique, les 5 partis retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les prochaines élections municipales et communales. Voilà donc le menu de ce débat. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Arnaud Mori Agua, au rendez-vous de ce numéro du Forum des rédactions. Arnaud Mori Agua à ma gauche. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Koné Aïssé, bonsoir aux téléspectateurs. Et puis en face de vous, précisément à ma droite, Martial Agoliago. Il est directeur régional du groupe de presse matinal, oui mais Plateau, c'est bien cela. Tout à fait. Bonsoir Koné Aïssé, bonsoir également à tous nos amis téléspectateurs de Eden TV. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat, partager donc ce plateau avec nous. Nous allons démarrer, et bien sûr, par ce message, cette intervention du président Patrice Talon. C'était dimanche dernier, juste un petit extrait de son intervention avant de commencer le débat. Madame Kedja, vous avez dit choc sanitaire et vous avez bien raison. La situation sanitaire et le risque sanitaire auxquels nous soumet le coronavirus sont préoccupants, sinon très graves. Mon gouvernement et moi-même avons pris la mesure de l'enjeu. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute après minute. Je m'implique personnellement dans tous les segments de la riposte. La collecte des données au plan national et international, leur analyse, l'appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme, la stratégie et la mise en œuvre d'actions, le suivi et l'évaluation des recommandations et des opérations. Je sais combien il est indispensable, utile, de parler pour expliquer, pour rassurer et obtenir l'adhésion de tous à la stratégie et aux décisions. Mais, madame, sachant que la plupart des Béninois, de mes concitoyens, nous font confiance, j'ai consacré mon esprit à l'analyse sereine de la situation et de toutes ses implications. C'est pour moi l'occasion de remercier le RTB de me donner l'occasion de vous dire, madame, à vous et à mes compatriotes, que la situation est vraiment grave et que le risque est grand. Mais rassurez-vous, madame, je voudrais pouvoir rassurer mes compatriotes que empêcher le coronavirus de se propager au Bénin et d'y faire beaucoup de victimes est à notre portée. Alors, nous voyons ici l'engagement quand même du chef de l'État à lutter, à booster le coronavirus hors des frontières du territoire national. En entendant de parler un peu du fond de son message, Martial Agoliago, est-ce que son intervention est venue un peu tard, comme certains l'auraient souhaité? On aurait pu entendre le chef de l'État un peu plus tôt sur la question, même si entre-temps, on a lu une publication du chef de l'État sur la page Facebook. Oui, je ne dirais pas que c'est tard, parce que déjà, je pense bien qu'il a mis donc ses ministres à la tâche pour aller au front,
Donc, c'est vrai que c'est le dimanche, la veille donc, du lancement des cordons sanitaires qu'il est venu parler. Et je pense qu'il y a une assurance. Donc, ce n'est pas tard. Anou Moriagua, sur la question? Oui, sur la question, je pense quand même que on a vu dès le début de cette situation le ministre de la Santé aller dans tous les sens à travers les conférences de presse. Il était sur tous les fronts. Il faudrait aussi rappeler que quand même le Bénin a été le premier pays à avoir installé 2 mois avant qu'on ait le premier cas un site d'isolement. Et donc, ça veut dire que déjà même le gouvernement a pu anticiper sur ce phénomène, même si on n'a pas pu contrer les premiers cas. Je pense quand même qu'ils ont pris la mesure des choses dès le départ. Mais est-ce que c'était évitable? Est-ce que les premiers cas, est-ce qu'on pourrait les éviter après tout, quand, vous savez, le brassage entre les nations, les relations entre les États, est-ce qu'on aurait pu éviter? Non, je ne pense pas. Du fait que, vous voyez, quand les passagers donc, quittent, par exemple, la France, l'Europe, pour venir à Cotonou, il n'est pas inscrit à leur fronton qu'ils ont donc ce virus. Voyez-vous, donc on ne peut pas empêcher ces gens de rentrer au pays. Comme vous l'avez dit, il y a les relations internationales qui sont donc d'une importance capitale. On ne peut pas les empêcher de rentrer dans le pays. Donc, dire qu'on pouvait éviter cela, je ne pense pas, parce que il faut pas l'oublier que c'est après 14 jours qu'on sent véritablement donc que la personne est atteinte à ce niveau. Le monsieur qui entre dans le pays et qui fait déjà 10 jours, et c'est après 14 jours qu'on voit qu'il est atteint. Donc on ne peut pas le laisser. Dès le départ, on a vérifié et c'est négatif. Voilà qu'il est déjà dans le pays et c'est après 14 jours qu'on constate. Donc c'est inévitable. La complexité de la manifestation. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure mon cher Moril Agua, voilà, il a dit, le Bénin a anticipé. Ça, il faut féliciter nos gouvernants. Depuis 2 mois, ils ont anticipé. C'est vrai. On ne peut pas donc l'éviter et c'est venu. Désormais, il faut donc prendre des mesures drastiques pour éviter également des cas de contamination. Alors, je voudrais répondre sur cette question. Moi, je réponds oui, on pouvait l'éviter. Je réponds oui et non. Oui, on pouvait l'éviter si, dès le départ, les mesures qui ont été prises, par exemple, mise en quarantaine systématique des voyageurs qui arrivaient, mais combien de vols, combien de passagers allait-on donc mettre automatiquement en quarantaine? Dans quel hôtel avons-nous toutes ces infrastructures-là pour automatiquement mettre tous ces passagers, tous ces vols qui venaient, leurs passagers en quarantaine? Je pense que, à être réaliste, on ne pouvait pas. Si on avait les infrastructures, on ne pouvait pas. Mais c'est donc, en attendant de revenir au message du chef de l'État, mais j'écris un peu en fait cette polémique-là. Alors, est-ce qu'on avait cette possibilité quand même de limiter ou de fermer carrément les vols qui quittaient les pays foyers de la pandémie en ce moment? On pouvait quand même prendre ces mesures-là pour limiter un peu les dégâts. C'est vraiment pertinent. C'est vraiment pertinent ce que vous dites. Le Niger avec 0 cas déjà en ce moment-là, a fermé ses frontières, a interdit les vols. Mais vous savez, la réalité est là. Le chef de l'État l'a dit dans son discours. Le Bénin, avec ses moyens économiques, la politique que nous menons au quotidien, nos gouvernants avaient un peu peur de prendre des mesures radicales, surtout les mesures qui vont avoir d'impact économique sur la nation, parce que par exemple, automatiquement, sans avoir le premier cas, couper les vols, interdire les vols ici, vous savez, quand un avion arrive, tout ce qu'on peut engranger, donc véritablement, il y a d'autres facteurs, qui ont véritablement joué et qui ont fait que même si ils prenaient cette décision, ça n'allait pas
toujours... ce n'était pas cette décision-là qui allait protéger notre pays contre la contamination. La preuve, pendant tout ce temps, cette disposition que le Niger a eu à prendre finalement, il y a eu la contamination au Niger. Et rappelons que le premier cas ici au Bénin, ce n'est pas voie aérienne. Il est venu par voie aérienne. Alors, c'est juste un peu de polémique pour continuer. Alors maintenant, le message du chef de l'État ce dimanche, je prends la première partie. On sent quand même le président Patrice Talon rassurer son peuple. Parce que beaucoup d'institutions voyaient déjà le pire en Afrique. Avec cette pandémie liée au coronavirus, on a même demandé à l'Afrique de se préparer au pire, avec la frayeur et la panique. On a entendu quand même un président qui est resté dans sa droite ligne, avec la fermeté qu'on lui reconnaît, rassurer tout le peuple béninois. Quand j'entends des mots comme « nous allons remporter ce combat face à la Covid », vous comprenez à peu près. C'est pour ça que je vois d'abord la posture du chef de l'État. Oui, mon cher Corneille Aïssé, il est serein, et il a été très rassurant. C'est vrai qu'il a reconnu que l'heure est grave et que le risque est grand. Vous savez que cette pandémie fait beaucoup de ravages dans les pays que nous connaissons. Voyez-vous, donc vous savez très bien que cette pandémie fait de ravages donc, dans les pays que nous connaissons. Donc le chef de l'État a fait, je dirais, une belle sortie, très belle sortie, pour rassurer son peuple, parce qu'il y avait déjà la peur qui gagnait donc, les populations. Il y avait la peur qui gagnait les populations. Donc vous voyez-vous, je dirais que à travers cette sortie, déjà, les populations ont commencé quand même à être un peu, je dirais, rassurées par cette sortie. Parce que depuis, on disait, mais on voyait les chefs d'État qui faisaient des interventions, qui parlaient donc, je dirais, de la lutte donc pour éradiquer cette pandémie. Mais depuis, on constate que le premier citoyen de la nation béninoise n'était pas donc, au rendez-vous. Et il est venu à la veille donc, du lancement de corridors, donc des cordons sanitaires. Et c'est déjà, je dirais, un pas positif à cet effet. Alors, Arnaud Moriagua, sur d'abord cette question. Il faut dire déjà que le chef de l'État n'a pas effectué une sortie officielle pendant que le peuple l'attendait. Et le peuple, en fait, se posait beaucoup de questions. Et la peur aussi gagnait certains, il faut le dire. Mais quelle est la position du chef de l'État sur la question à voir tout ce que déployait son gouvernement, le ministre de la Santé et d'autres ministres? On comprenait que quand même, derrière tout ça, il y a le patron du gouvernement qui se préoccupait. Et donc, pour, bien sûr, confirmer tout ce que nous pensions, il a fait un tweet, il a tweeté et il a donc écrit sur sa page, je pense, qu'il faudrait qu'on sache, que le peuple sache que la lutte contre le coronavirus est une responsabilité individuelle et collective. C'est d'abord individuel, c'est une prise de conscience individuelle. Et donc, je crois que les journaux ont relayé ce tweet-là. Et puis après, le chef de l'État a finalement effectué cette sortie-là. Cette sortie-là, comme l'a dit Martial, à la veille de ces mesures liées au cordon sanitaire. Et est-ce que le chef de l'État a convaincu? Le chef de l'État, quand même, une fois encore, est resté fidèle à ce message-là qu'il avait posté sur sa page. Responsabilité individuelle et collective, c'est-à-dire en disant que la situation, elle est grave. Et vous avez vu le ton qu'il a utilisé. Il a montré quand même que il ne s'agit pas de la plaisanterie. Il ne s'agissait pas de la plaisanterie et que cette lutte-là, elle doit être effective et puis on doit tous se mettre dans la danse, respecter les mesures prescrites afin que nous puissions arriver à bout de cette pandémie. Donc, alors, quand j'entends le chef de l'État dire la situation est grave, le risque est grand, Arnaud Moriagua, est-ce que c'est un rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à ce qui se place au plan mondial
ou par rapport à ce qui se passe au Bénin? Parce qu'au Bénin, nous sommes à moins de 10 cas de coronavirus encore. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre réellement? C'est dans une approche internationale. Oui, la situation est grave. Le risque est grand. Le risque est grand. Le risque est grand parce que tout à l'heure, vous aviez dit que l'OMS disait à l'Afrique de se préparer au pire. Mais l'Afrique a été le dernier continent à commencer par enregistrer des contaminations. Et je l'ai expliqué ici, parce que ça a démarré en Asie et il n'y a pas de vol direct entre l'Asie et l'Afrique. Donc, ça fait que le coronavirus, cette maladie, a transité d'abord par l'Europe et les États-Unis avant de venir en Afrique. Nous avons commencé par enregistrer nos premiers cas il y a combien de temps? Donc, l'OMS qui dit de se préparer au pire n'est pas encore passé à côté. Parce que vous avez vu, ça a démarré progressivement en Italie, par exemple, et après, on est parti à la catastrophe, 400 morts, 700 morts en un jour. Et donc, je pense quand même que si le chef de l'État dit que le risque est grand, le risque est vraiment grand si on n'y prend pas garde, si la conscience n'est pas collective et vraiment qu'on ne prend pas en compte que nous devons... Donc, ce n'est pas forcément par rapport à la situation au Bénin. Oui, mais le risque est grand. Le risque de contamination, le risque de l'hécatombe est grand. Donc, c'est pour nous dire attention. C'est pour dire attention, pour éveiller les consciences. Alors, Marcel Agolé, c'est vrai, peut-être que vous avez également des réponses par rapport à cela. Mais l'autre question, est-ce que ce discours du président Patrice Talon, je laisse encore les questions de confinement pour le moment, est-ce que ce discours n'est pas un discours trop politique que technique? Parce qu'ici, on est dans une situation... nous connaissons, nous savons notre système sanitaire. Si l'Italie, l'Espagne, les États-Unis aujourd'hui sont dans des situations vraiment catastrophiques, et pourtant ayant beaucoup évolué sur le plan sanitaire et sécuritaire et autres, chez nous au Bénin, nous savons la précarité de notre système sanitaire, par exemple, étant pas parce que c'est le Bénin, mais c'est l'Afrique. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que quand on l'exprime comme ça, on en parle comme ça, tout comme si nous avons déjà vaincu, est-ce que ce n'est pas à prendre un peu avec pincette? Non, je ne pense pas, parce que ce discours, je dirais, cette sortie est allée au-delà donc, de nos objectifs. Je le dis pourquoi? Parce que quand il parle donc, du risque qui est grand, il faut retenir une chose. Quand vous prenez l'Italie, la France, les États-Unis dont vous parlez, ils ont des dispositifs très adéquats pour contrer en fait cette pandémie. Mais nous au Bénin, on a quoi? Disons même l'Afrique, on a quoi? Voyez-vous? Donc si on ne prend pas garde, c'est qu'il y aura beaucoup de morts. C'est ça le risque qui est grand. Donc il faut désormais qu'on prenne des mesures drastiques en fait pour éradiquer cette pandémie. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà le risque. Donc n'attendons pas à ce que nous enregistrons des morts avant de connaître le pire. C'est ça en fait le risque dont parle le chef de l'État. Donc cette sortie va au-delà en fait donc, des mesures que nous devons prendre. Et c'est la première mesure qui a été lancée le lundi dernier. Donc je dirais que le chef de l'État a été rassurant et je dirais même il a été en amont. Oui, donc prenons garde. Et je dirais même que cette pandémie vient à point nommé. Pourquoi? Parce que ce virus essaie aujourd'hui de discipliner les Béninois par rapport au lavage des mains. Parce qu'avant, nous avons des mains très sales et on mange tout ce qu'on veut et on tombe malade. Donc je pense même qu'après avoir éradiqué cette pandémie, le Béninois sera discipliné désormais pour laver ses mains. C'est très important. Parce que vraiment, aujourd'hui, c'est une situation de discipline. Il faut d'abord s'auto-discipliner et discipliner également ses enfants. Voyez-vous, donc c'est très important. Maurice Lagoualle l'a dit tout à l'heure. Il faut se protéger soi-même d'abord avant de protéger les autres. C'est très important. Donc le chef de l'État, je pense qu'il a déjà anticipé en fait sur ce qui va arriver demain. La vente de vermifuge aussi va diminuer après cette situation parce que quand on mange sans se laver les mains, tout ce qu'on ingurgite là, après c'est les mots de vente, après on dit il faut se déparasiter. Et puis je pense quand même que je suis d'avis avec vous parfaitement pour ne pas vous répéter. Vous ne trouvez pas ce discours trop politique? Oui. Est-ce que c'est trop réaliste? Non. Parce que c'est là l'inquiétude. En fait, c'est là l'inquiétude. Permettez-moi qu'on ait d'être honnête.
ce que le Béninois attendait était au-delà du contenu du discours du chef de l'État. Oui, le chef de l'État a donc appelé à la prise de conscience, mais il a expliqué également que ils ne sont pas en mesure oui, gagner, avoir la victoire sur la Covid-19, mais sans compromettre la survie des Béninois. Le gouvernement est conscient des difficultés que vivent les Béninois au quotidien. Le chef de l'État est allé jusqu'à dire, par exemple, qu'il y a des personnes qui vivent au quotidien. C'est-à-dire, c'est quand il sort, ce qu'il gagne, c'est avec ça que le lendemain, il va pouvoir donner la popote et il va repartir travailler et ramener encore de l'argent. Donc, combien de fonctionnaires, combien de personnes gagnent de l'argent à la fin du mois et donc sont dans la fonction publique ou engagés dans les privés et qui peuvent faire face à cette réalité si on allait à des prises de décision strictes comme les confinements total où on le voit dans les autres pays où les rues sont désertes et autres. Et donc, oui, discours politique, je ne dirais pas que ce discours était un discours vraiment politique. Mais c'était un discours pour amener les Béninois à la prise de conscience, pour montrer aux Béninois que le chef de l'État est imprégné de nos réalités et sait ce que les Béninois vivent. Imaginez déjà avec ce cordon sanitaire des gens qui sont chez eux, qui ne peuvent plus se déplacer et qu'on prolonge cette situation jusqu'à 1 mois par exemple, imaginez ce que ça peut créer. Et comme l'a dit, comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux, la lutte contre cette pandémie pourrait créer une autre pandémie ou comment ils ont appelé, qui est par exemple la famine. Et donc, parce que si à force de ne pas travailler, les gens risquent d'aller à la famine. Alors, donc, il faut le reconnaître. Après tout, ce discours également nous amène à nous montrer que les États africains, quand même, ont des limites. Ces États-là ont des limites. Et je pense que ça doit nous amener à réfléchir davantage, à travailler davantage pour que l'État puisse être capable de venir sans hésitation en aide aux populations face à des situations aussi difficiles. C'est vrai que vous avez anticipé un peu sur l'intervention, son intervention concernant le confinement et autres. Bon, ça, je passe alors certaines questions. Alors, justement, par rapport au confinement, on a vu quand même des pays qui ont pris des mesures radicales, confinement en général, et même en Afrique aussi, il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Le Nigeria à côté également, ça a été fait. Mais ici au Bénin, le président Patrice Talon a été clair, le poids économique, est-ce que nous pouvons également faire face à ces conséquences, des implications au plan économique? Mais est-ce que vous trouvez juste cette décision finalement prise, l'approche que les autorités béninoises trouvent face à cette pandémie qui en réalité fait beaucoup de dégâts? Est-ce que le cordon sanitaire ou le fait de ne pas aller à des mesures réellement extrêmes nous protège réellement dans un contexte où nous voulons remporter la victoire, nous voulons combattre effectivement la pandémie du coronavirus? Oui, Koné, il faut retenir une chose. Le Bénin n'a pas encore enregistré un cas de décès. Voyez-vous, les pays qui ont commencé par prendre des mesures de confinement sont des pays où il y a déjà des cas de décès. Mais c'est justement là la question. Parce que justement, quand ça a commencé, il y a des pays qui ont tâtonné sur la riposte. On a vu par exemple en France, qui ont tâtonné sur la riposte, qui ont tardé à prendre des mesures plus corsées. Oui. Et la conséquence, c'est ce que ça a donné. En Italie, l'incivisme des populations et puis le fait que les dirigeants aussi au départ ont trébuché. Il y en a qui, en réalité, ont minimisé un tout petit peu la dangerosité du virus. Aujourd'hui, est-ce que les pays africains ne devraient pas tirer leçon de cette politique qui a mené ces grandes puissances aujourd'hui à complètement rester à genoux face à ce virus?
Oui, je suis d'accord sur un seul point. En fait, il faut retenir que, comme l'a dit tout à l'heure Maurice Lagua, les pays africains n'ont pas assez de moyens. Quand on parle de confinement, c'est dangereux. Allez voir ce que les Français vivent. C'est très dangereux. Et je dirais qu'ici, je pense que le gouvernement veut aller mollo. Oui, je pense très bien. Parce que lorsque ça va commencer, ils seront obligés d'aller au confinement. Le Nigeria l'a fait parce que les morts ont commencé donc par se faire savoir là-bas à ce niveau-là. Et le président a pris des décisions donc, de confinement. Et quand on parle de confinement, en fait, c'est très grave. C'est très grave parce qu'on vous enferme. C'est comme vous êtes en prison. On vous enferme totalement. Vous ne sortez pas. Mais vous allez manger quoi? C'est la question qu'on se pose. Et le Béninois mange comment? Et si on commence ce confinement, c'est chaque 15 jours. Donc on renouvelle à chaque occasion. Comment nous allons vivre cela? C'est pourquoi moi je dis, c'est vrai qu'on a pris déjà des mesures par rapport donc, à l'installation des cordons sanitaires. Je demanderai à mes frères béninois de respecter rigoureusement cela. C'est très important. Il va en fait de notre suivi. C'est sincère. Parce que déjà, comme ça se passe dans le département de l'Ouest-Plateau, si je vous le dis, c'est un peu grave. Le Béninois, il est vraiment... On passe alors au second sujet sans non, transition. on va venir là, justement. C'est un peu difficile. Il faut que le Béninois s'autodiscipline. C'est très important. Parce que la mesure que le gouvernement vient de prendre, c'est pour notre bien. On l'a fait en fait pour voir si éventuellement on va enregistrer d'autres cas. Donc il faut confiner en fait les communes, d'accord, qui donc suspectées d'être donc isolées. Voilà, isolées pour voir en fait si on va trouver des cas. Si on le fait et on constate que il y a une réduction, il y a une baisse drastique, mais on peut lever ces mesures. Donc c'est pour le bien-être du Béninois. Mais on est vraiment des indisciplinés au Bénin. Ça, je le dis, c'est très sincère. On veut sortir pour aller où? Parce qu'on a dit que les villes, d'accord, où il y a des cordons sanitaires, on va circuler à l'intérieur. On ne sort pas. C'est pour combien de temps? Dans l'espace. Oui, dans l'espace. On peut circuler dans l'espace, mais on ne sort pas. Mais le Bénin veut sortir. Il veut sortir. Et ceux qui sont donc dans les villes qui ne sont pas concernées veulent pénétrer en fait le cordon sanitaire. Pour faire quoi? Donc, respectons-nous. Et il va de notre suivi. Alors, Arnaud Moriagua, sur la question rapidement, on va passer à... Il faut reconnaître que c'est vrai, la peur a fait que très tôt, les Béninois ont commencé par se plaindre. Ah, il faudrait que rapidement le gouvernement prenne des décisions, qu'on prenne des décisions, qu'on ferme les écoles, qu'on passe au confinement. C'est la peur. C'est normal dans tout pays. Quand on sait déjà le nombre de morts que l'Italie comptait déjà au quotidien, c'est normal qu'on ait cette peur. Mais quelles sont les décisions? La propagation rapide. Je suis d'accord. En début de la semaine dernière, on était à 300 000, mais le samedi dernier, on était déjà à plus de 600 000. Le gouvernement a attaqué des points clés qui peuvent nous éviter la contamination, la propagation rapide. C'est quoi? C'est déjà le transport en commun. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, ces bus Topa, regardez ces mouvements que ces bus se font entre Calavi, Togoudou, ils sont dans tous les coins. Tout à fait. Et donc, ils ont été stoppés pour 2 semaines. Et aussi, les écoles. Quand j'ai anticipé. Si les écoles, il y avait quelques élèves qui rentraient dans nos écoles avec cette maladie-là, c'était foutu. Professeurs, élèves, les familles, tout. Et donc, on a suspendu l'université. Et donc, les cours ont été suspendus. Deuxième mesure importante qui pouvait nous amener à aller au pire. Et troisième élément encore, c'est bien sûr le fait d'avoir stoppé la circulation intercommune. C'est-à-dire que des communes qui ont été isolés, ces bus qui revenaient du nord, qui pouvaient transporter des gens contaminés du sud vers le nord pour aller contaminer d'autres, contaminer ceux qui sont dans les bus et tout. On arrête la propagation, on scène certaines communes si les pour mesures voir sont suivies rigoureusement, si les mesures sont suivies rigoureusement, on va voir pendant ces 2 semaines-là comment la contamination va évoluer. Et donc, le gouvernement arrivera à circonscrire
le mal en quelque sorte et savoir quelle autre stratégie déployer. Donc je pense quand même que ces mesures prises sont des mesures réfléchies, selon moi déjà, afin de voir comment la contamination va progresser et savoir comment circoncire totalement le mal. Mais donc c'est à l'actif du sur gouvernement. le terrain au cours de la semaine. Quel a été le constat en réalité? Est-ce que les populations respectent réellement comme les règles d'hygiène, le constat, les interdits Le constat déjà, moi je vais dire ce que j'ai vu autour de nous, Cotonou et environ, et Martial dira ce qu'il a vu du côté de Porto-Novo et autres. Et donc déjà à Cotonou, il faut remarquer que dès lundi, cette mesure-là, les buvettes qui devraient être fermées. Le premier constat d'abord, c'est la circulation, qui subitement est devenue très fluide. Oui, d'une part, les enfants sont en congé, d'autre part, ces bus-là sont aux arrêts. Voilà. Donc, la circulation est devenue très fluide et donc, on remarque effectivement que ces mesures-là ont été respectées par ces conducteurs de bus et ces transporteurs. Et donc, autre chose, les bars, pour la plupart, dans les quartiers que nous avons sillonnés, on a vu que ces bars-là ont été fermés. Et même des boutiques, des boutiques de vente de divers et autres, les gens même spontanément ont décidé de fermer leurs boutiques, leur atelier pour cette période-là, sans que cela ne soit dans cette décision, parce que ceux-là ont compris que l'heure était grave. Responsabilité individuelle. Individuelle. Peut-être maintenant que vous connaissez nos frères, Martial l'a dit, je n'irai pas juste à dire qu'ils sont indisciplinés, mais ils respectent la mesure 3 jours et après, derrière ça, le portail est fermé, mais une autre porte est ouverte pour que les gens aillent dedans pour boire. Même s'il n'y a pas la musique, les gens sont dedans. Et donc, je pense quand même qu'il va falloir aussi faire des descentes, que les forces de sécurité publique fassent des contrôles systématiques. Pour passer à la répression si possible. Vraiment pour tout surveiller. Oui, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est aussi ça. Et une mission, les moyens. Puisque je pense que c'est ce qu'il faut faire forcément pour pouvoir vraiment lutter contre le mal. Donc, je pense quand même que globalement, de lundi à maintenant, pour ce qu'on a observé, la situation est plus ou moins respectée. J'ai été très surpris de constater qu'il y a des gens qui, malgré ces communications, ces messages, étaient encore sur des routes, le dimanche à 0h, disant qu'ils se rendaient dans telle localité, qu'ils revenaient de telle, qu'ils n'ont pas appris. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce que le Bénin, il y a un Bénin, dans le Bénin, il y a d'autres qui sont dans d'autres pays dans le Bénin? Moi, je ne comprends pas. On est dans un même pays, les gens ne suivent pas les informations, ils ne savent pas ce qui se passe. Et finalement, il crée des difficultés aux forces de sécurité publique. Parce que à 0h, où la mesure doit commencer, vous êtes encore sur des routes et vous trouvez à utiliser des arguments. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça dans un pays où on respecte l'État, on respecte les tests, on respecte la loi. Donc moi, je pense quand même qu'il va falloir qu'on change un peu d'habitude. Martial, vous êtes dans le même plateau, à Porto-Novo et autres. Dites-nous, comment ça a été, quel a été le constat? Oui, déjà, il faut dire que c'est à 17h que les forces de l'ordre ont effectué leur descente. Il y a la police républicaine et les militaires. Et déjà, à partir de 18h, c'est fermé. Mais ils ont attendu, ils laissaient passer en fait les usagers. Mais à 0h, juste, la riposte a commencé. On vous refoule. Il n'y a même pas à négocier. Et là où je rejoins tout à l'heure Mauril Agoua, c'est que, mais ils sont vraiment têtus, comme je le dis. Il y a plusieurs véhicules qui ont été donc refoulés. Plusieurs, je vous dis, c'est plus d'une trentaine. Ils viennent d'où? Comme il a dit. Alors qu'on passait des communiqués, on dit que déjà le lundi à 0h, il y aura ci, il y aura ça. Mais prenons nos dispositions. Malheureusement, il y a plus d'une trentaine de véhicules devant eux. Mais les militaires ont dit, vous ne passez pas. Soit vous allez chercher une dérogation signée par le préfet et vous passez. C'était vraiment dense jusqu'au matin, à 7h du matin, si vous voyez, mais c'est plein. On ne pouvait pas passer. Et c'est partout. À Diara, le cordon d'Adiara et à Comistrité, à Vrancourt, c'était la même chose. Et à 8h, on a eu la chance donc de croiser certains
fonctionnaires, je dirais, qui sont à Porto-Novo. Malheureusement, ils étaient rentrés au village et au retour, mais les militaires ont dit qu'ils ne passent pas. Ils sont rentrés. Mais ils ont commencé par crier pour dire mais c'est pas normal, les forces de l'ordre ne jouent pas leur rôle. J'ai dit mais ils jouent bien sûr leur rôle. Ils jouent leur rôle puisqu'on vous a dit qu'à 0 heure, vous ne passez pas. Pourquoi ne pas rentrer à Porto-Novo en même temps et jouer votre rôle? Parce que c'est vrai que vous êtes construit à Dambo, mais vous savez effectivement que le gouvernement a pris des décisions pour dire que désormais le lundi 30, vous ne passez pas. Donc, vraiment, ça peut dire, vraiment, entre griffes, nous sommes des indisciplinés. Et puis, j'ai fait encore certains constats. C'est vrai que les Béninois ne sont pas d'accord avec vous. Les M, Dieu merci, on les a beaucoup arrêtés. Les M, on les a beaucoup arrêtés parce qu'ils remorquaient donc plus de 2 personnes. Il y a plus d'une dizaine que les forces de l'ordre ont poursuivi. Oui, on les a arrêtés. Oui, mais justement, là où il y a d'autres débats aussi, parce qu'on a dit de respecter la mesure de sécurité, les 1 mètre. Oui, mais s'ils sont à 2, c'est peu. Dans ce cas, c'est compliqué. Mais à 3, ils remontent jusqu'à 3, à 4. Bon. Voyez-vous, c'est un peu dangereux. Donc, Dieu merci, ils ont été emprisonnés et on les a arrêtés. D'abord, les 3, que ce soit le conducteur et également on les a tous pris. Et les motos. Donc, vraiment, je dirais que c'est très satisfaisant ce qui se passe dans Lomé, sauf que, je dirais, au niveau, en fait, d'Avrancourt, moi, j'exhorterais donc les autorités à également prendre en compte la commune d'Avrancourt parce que, vous savez, on parle des 3 arts. C'est Avrancourt, Akpo-Misrété et Adjara. Donc, vraiment, ils ont un cordon commun, voyez-vous. Donc, tous ceux qui quittent Dangbo, même tous ceux qui quittent même, je dis, Pédéport pour venir, Bufik, il y a une voie qui est libre. Donc, il n'y a pas encore un poste à ce niveau-là et ils passent par là pour tomber directement sur Porto-Novo. Donc, je pense que le préfet a effectué donc, une descente et il y a des négociations en cours pour qu'on avance un poste au niveau d'Achoupa pour contenir, en fait, pour circonscrire tous ceux qui passent par ces zones-là pour tomber directement sur la voie de 50 heures. Donc, il y a déjà, le préfet a effectué une descente. Et ce matin également, je remercierai quand même les forces de l'ordre parce qu'ils ont effectué également une descente, puisque ce matin, malheureusement, il y a plusieurs boutiques qui ont ouvert. Alors qu'on a parlé des dispositifs, il faut mettre quand même devant déjà le lavage, voilà les moyens dispositifs pour le lavage des mains. Et malheureusement, ils ne le font pas. Donc aujourd'hui, ils ont sévi. Ils ont dit demain matin, s'ils reviennent et ils voient que ces boutiques-là n'ont pas ces dispositifs-là, ils vont fermer systématiquement. Donc aujourd'hui, c'est une mesure de sensibilisation. Et ils sont passés pratiquement dans toute la commune de Porto-Novo pour voir véritablement s'ils ont respecté ces dispositifs-là. Donc c'est déjà un pas. Et ce que j'aimerais également, c'est qu'il faut qu'on implique en fait nos élus locaux. Pourquoi je le dis? Parce que depuis hier, quand nous sortons pour communiquer avec la population, on attend beaucoup de choses. Et ça fait très mal. Ils disent que, bon, Azone Mati, vous voyez, ils disent n'importe quoi. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle Covid-19. Voyez-vous, donc il faut une sensibilisation en langue, surtout en langue gon, que ce soit Yoruba et consort, parce qu'ils nous insultent, hein, ils nous embêtent. Je vous assure, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle Covid-19. Et ils nous embêtent, c'est-à-dire on entend beaucoup de choses. Donc il faut sensibiliser les élus locaux, il faut gongonner pour sensibiliser la population, sinon c'est très grave. Merci à vous, Martial Agoudabou. On va faire le point quand même de la situation dans le même plateau. Anou Mori Agua, avant de... Est-ce que l'OMS n'a pas raison? L'OMS n'a pas raison. En disant que l'Afrique doit s'attendre au pire si les populations se comportent comme ça. Voilà. Non, l'Afrique va éviter ce pire-là, le pire-là. Alors, Anou Mori Agua, en attendant de parler un peu politique maintenant, mais c'est vrai qu'au cours de la semaine également, il y a eu défilé sur les réseaux sociaux les propositions de médicaments. La médecine traditionnelle de chez nous, ça c'est pour faire décontracter un peu. Alors, nous espérons qu'on n'a pas beaucoup senti, mais on a vu au moins, on a entendu au moins les prêtres de phare qui ont fait des prophéties ensuite et qui ont été dans le même sens que les chefs de l'État parce qu'ils ont dit quand même qu'on aura la victoire sur la pandémie, en tout cas au Bénin. Et puis le chef de l'État est allé dans le même sens. Au niveau de nos tradithérapeutes, on ne les entend pas. Alors que généralement,
c'est eux qui vendent beaucoup de produits, on entend sur les radios, et puis beaucoup de publicité. Alors, qu'est-ce qui fait que nos chercheurs, en Afrique surtout, je ne parle pas seulement des tradithérapeutes, nous avons des professeurs de parasitologie dans nos universités, nous en avons dans nos centres universitaires hospitaliers, mais qu'on n'entend pratiquement pas sur ce débat-là, face à la lutte contre la COVID-19. Vous savez, l'affaire de Covid-19, c'est quand même une affaire de virus. Donc, c'est plus les virologues, je pense que c'est comme ça on les appelle, qui sont capables de se pencher sur cette question. Les épidémiologistes, c'est ça? Épidémiologistes, oui, peut-être, mais il s'agit d'un virus ici. Ils sont pratiquement absents sur le terrain, oui, sur les débats, alors que sur d'autres plateaux, ils sont absents. Et quand vous abordiez la question, je pensais que vous vouliez parler de cette sortie des 4 ministres qui ont, le ministre de la Santé qui a tapé du poing sur la table pour dire, écoutez, qui a reçu les promoteurs d'organes ou les directeurs d'organes pour leur dire attention. C'est vous qui faites la promotion de ceux-là sur vos chaînes. Il faudrait que vous arrêtez de faire leur promotion. Parce que parmi eux, il y a des vendeurs d'illusions. Il y a des gens qui ne découvrent rien, mais qui disent qu'ils ont les remèdes pour guérir telle ou telle autre maladie. Et ce sont les canaux qu'ils utilisent, nos canaux qu'ils utilisent pour faire passer leur message, leur publicité mensongère. Et donc, je pense que le ministre a tapé du poing sur la table. Et si ces personnes-là savent qu'ils n'ont pas de canaux pour pouvoir tromper le peuple et mentir et vendre, s'enrichir sur le dos des innocents, je pense quand même que ils ne vont pas perdre leur temps à vendre l'illusion. Et donc, mais ma question est... Oui, maintenant je reviens à votre question. Qu'est-ce qu'ils attendent maintenant pour nous sortir au moins? Parce que pour faire ce genre de recherche, c'est vrai qu'il y a un produit d'un Béninois qui serait en train de faire des exploits ailleurs. Les autres continents ont réussi déjà à sortir un nouveau produit à cette pandémie-là. Ils n'ont pas réussi à le faire. Hein. Et donc, la chloroquine, ce n'est pas maintenant que ça a été inventé spécifiquement pour lutter contre cette maladie. Donc, ça existait et ils ont retiré ça du marché. Et donc, c'est certainement certaines personnes rapidement qui ont regardé peut-être je ne sais pas comment ils appellent, de ce médicament-là pour voir au laboratoire est-ce que ça peut lutter contre cette maladie-là, ce virus. Et ils ont donc dit oui. Donc, il faut utiliser la chloroquine. Combien de temps faut-il mettre pour inventer encore un nouveau produit? Ce n'est pas facile avec les moyens qu'ils ont sur les autres continents pour que nos tradithérapeutes puissent rapidement, en quelques jours, dire, bon, voici. Donc, mais c'est en ce moment qu'on doit quand même sentir la contribution de ces catégories de personnes de la société qui doivent quand même réagir face à un problème. Lorsque nous avons des chercheurs dans un pays, lorsque des problèmes se posent, les chercheurs vont pencher là-dessus et trouver des solutions. Est-ce que l'Afrique doit attendre forcément que le produit vient des États-Unis, que ça vient de la France ou que ça vient d'ailleurs? Est-ce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les atouts nécessaires, on n'a pas la science qu'il faut face à coronavirus sur notre continent? Oui, on peut le faire, mais je vais féliciter d'abord le ministre de la Santé. Je sais très bien qu'il a également tenu des rencontres avec les tradithérapeutes, compagnie, ils ont des associations donc enregistrées avec qui il a discuté pour parler de cette question-là. Est-ce qu'on pourrait trouver un médicament donc traditionnel pour guérir ce mal? Je me souvenais que le roi d'Afrique, Sa Majesté Acha, qui est le président de l'association culturelle traditionnelle et adepte Nago d'Afrique, avait donc sensibilisé ses membres à Porto-Novo, où il disait que c'était donc en commun accord avec le ministère de la Santé, où ils cherchaient des moyens donc pour trouver une solution par rapport à cette situation. Donc ils sont en train, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai, comme l'a dit Maurice Lagua, mais les gars, ils passent par là pour... Oui, c'est pour vendre leurs produits, oui, et se faire beaucoup d'argent. Et voyez-vous, donc je pense que même la loi sur le code de l'information doit être revue. C'est très important parce que tout le monde est devenu, je dirais,
journalistes sur les réseaux sociaux et on balance de n'importe quoi. C'est pas bien. Attention à tout ce que nous disons. Journaliste, c'est peu. Tout le monde est devenu docteur. Docteur. On les appelle docteurs. Voilà. Donc, c'est très grave. Il faut trouver une solution par rapport à cette situation. Merci. Voilà. Vous allez voir, comme vous l'avez dit, il y a un Béninois qui serait en train de faire un peu, je dirais, ses prouesses du côté de Burkina Faso. On attend de voir, puisque actuellement, ils sont en train de passer à l'examen clinique de son produit. On attend de voir donc les professeurs certifier cela afin que la vente ne soit homologuée donc, également en Europe. On attend de voir. Et sur ce point-là, moi, je voudrais dire, oui, examen clinique, mais il ne faut pas aussi perdre trop de temps. Si déjà ce médicament a fait ses preuves ailleurs, je ne sais pas quel examen clinique on va encore perdre beaucoup de temps à faire. Si ça a fait ses preuves ailleurs et que nous en avons les preuves, allons-y, essayons ce médicament ici. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est vrai qu'on en serait davantage fiers si c'est au Bénin que cela se... Tout à fait. En tout cas, c'est des parenthèses. Hein. C'est vrai que j'ai lu sur le site d'un média international et qui parlait de ce produit-là qui n'a pas du tout fait cas de l'auteur de ce produit-là. On faisait cas que oui, au Burkina, il y a des progrès face à cela, il y a un médicament, mais on n'a pas du tout fait cas de... Voilà, en fait, on aurait pu mieux quand même valoriser nos cadres, nos chercheurs, dans des situations pareilles. Oui, mais il y a le ministre quand même, le ministre de l'enseignement supérieur de Burkina Faso, qui a fait une déclaration, qui a cité énormément le cas de bien sûr, il a cité énormément le cas dont il s'agit. Je voudrais aussi faire remarquer quand même que ce produit a bizarrement monté, grimpé en matière de prix. Et j'espère que si le gouvernement arrive à finir ces tests et montrer que ce produit est efficace, qu'ils pourront aussi essayer d'encadrer un peu cette flambée du prix. Voilà, donc, merci, Martial Agouliago, directeur régional du groupe de presse Le Matinal, au même plateau. En face de vous, Arnaud Moriagua, du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM. On a parlé du discours de chef de l'État, discours qui a rassuré le peuple béninois face à la pandémie de la Covid-19. On a exhorté également nos concitoyens à respecter les mesures de sécurité, les mesures de prévention, en tout cas au niveau surtout du cordon sanitaire qui isole un peu ces communes-là pour freiner la propagation du virus. Donc, respectons les mesures pour faciliter la tâche aux forces de l'ordre et de sécurité. Nous allons juste, bien sûr, en quelques minutes simplement, je ne sais pas trop, avec Igor Ntonji, je ne sais pas trop combien de temps il nous reste, bien sûr, pour boucler ce débat, mais on va parler quand même des prochaines élections avec la Commission électorale autonome nationale, Sénat, qui a fini par valider la candidature de 5 partis politiques sur les quelques 8 ou 12 qui étaient sur la ligne de départ. Arnaud Moriagua. Il faut le dire, le Bénin revient de très loin avec, vous le savez, ces milliers, je ne vais pas dire milliers, avec ces centaines de partis politiques, la réforme du système partisan et autres réformes ont fait leur preuve. Aujourd'hui, il faut saluer la dextérité du président de la Sénat et toute l'équipe d'ailleurs de la Sénat qui, le président et son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour véritablement regarder à la loupe ces dossiers, d'après les informations que nous avons, ces dossiers déposés pour le processus en cours. Il faut remarquer aussi que la Sénat a été très patient, puisque le président a déploré le fait que les partis politiques aujourd'hui ont fait que ils ne sont pas en conformité avec le calendrier électoral, parce que ce sont ces partis-là qui sont allés élire domicile à la Sénat, alors qu'ils étaient censés venir déposer leur dossier. C'est dans l'enceinte de la Sénat qu'on passe plusieurs jours à préparer encore les dossiers. Et donc, vraiment, c'est déplorable. Mais finalement, beaucoup de partis n'ont pas pu être donc retenus. Je vais dire beaucoup, puisque si on parle de 12 au départ, après le dialogue politique et tout ça, et maintenant 8 en compétition,
et finalement 5 retenus. Quand vous écoutez ces responsables de parti qui ont travaillé pour en arriver là, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas du tout eu de répit et que la Sénat n'a fait de cadeau à aucun parti politique. Les partis politiques qui ont eu à commettre la moindre erreur a été sorti du lot automatiquement. Aujourd'hui, il faut saluer tous ces partis-là retenus. Vous voyez la configuration, c'est le PRD de l'autre côté, le PRD dans le, comment vous appelez, l'Ouémé, Plateau, toutes ces régions. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de fief. Oui, voilà, je comprends, mais permettez-nous quand même de situer ces partis-là. Et les FCB... Évitons la situation géographique. D'accord, bon, ok, bon. Et puis, remarquable, et coup de maître, c'est la présence parmi ces partis-là de l'UDBN. L'UDBN, la seule femme, dirigée par la seule femme politique, la seule chef de parti politique aujourd'hui, j'allais dire, qui a pu quand même mener. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est une bataille, c'est des difficultés énormes que ces partis ont rencontrées avant d'en arriver là pour se conformer véritablement, pour respecter les prescriptions de la Sénat. Il faut saluer l'UDBN avec sa présidente, l'honorable Claudine Afiaï-Présidentiaux, toute l'équipe qui a eu à travailler autour de la présidente, mais également les autres partis, les autres partis, FCBE, l'Union progressiste, Christelle Rouleau-Numbo l'a dit, elle a dit que c'est la preuve d'une intelligentsia. Ça dit que, oui, quand elle le dit, on sent qu'il ne s'agissait seulement pas d'aligner des dossiers, mais d'utiliser son intelligence pour travailler. Je vais m'en arrêter là pour laisser Martial expliquer que des partis ne soient pas capables de respecter ou de remplir des formalités, ne serait-ce que pour aller aux élections, parce que des partis existent pour aller à la compétition. Lorsque vous êtes des partis, que vous êtes incapable d'aller à la compétition électorale, quelle est la raison d'être alors comment peut-on quand même, oui, parce que je suis parti finalement. Je dis d'abord chapeau au chef de l'État. Ça, il faut qu'on le dise. C'est très important, puisque nous avons plus d'une centaine de partis avant, mais aujourd'hui, nous sommes revenus pratiquement à 5 partis politiques, donc ils vont compétir pour ces élections. Et l'anecdote, c'est quoi? Les partis qui ont été éliminés pour les législatives, voyez-vous, en temps, comme l'a dit tout à l'heure l'UDBN, où la seule femme donc, a pu quand même, je dirais, convaincre cette fois-ci, puisque le code électoral qui a amené en fait les partis pour les législatives, ce n'est pas le même code aujourd'hui, puisque ça a été révisé. Et donc, elle a capitalisé en fait, oui, elle a capitalisé en fait les échecs et elle a pu anticiper pour gagner le pari cette fois-ci. Je lui dis chapeau. C'est la seule femme en fait qui est en compétition parmi donc, ces 5 partis politiques. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce sont des partis qui sont représentatifs. Avant, on avait des partis de quartier, des partis de région. Aujourd'hui, ce sont des partis représentatifs. Et donc, vraiment, c'est une belle expérience que nous sommes en train, en fait, je dirais, d'accomplir. Et puis, c'est heureux aussi, parce qu'on n'a plus entendu des fautes mineures, des fautes majeures. On n'a plus entendu de l'exclusion. Le président de la Sénat avait déjà donné le ton lors de la première rencontre avec les partis politiques pour dire qu'il n'y aura plus de fautes mineures ni de fautes majeures. Une faute, ce sera une faute, et je pense qu'il l'a appliqué rigoureusement. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu dans cette affaire des coups bas des partis politiques dans leur staff. Il y a des gens qui se sont infiltrés, qui ont soutiré des dossiers et tout. Et finalement, quand même, il fallait avoir la tête sur les épaules pour pouvoir traverser, et réussir quand même à reconstituer les dossiers qui ont été soutirés par des taupes et tout. Et puis, pour se conformer, il faut saluer ces partis politiques qui ont pu tenir et faire cette compétition. Belle compétition. Le plus dur commence maintenant, comme l'a dit... Maître Dikoui, le plus dur commence maintenant. Que la pandémie liée au coronavirus n'affecte pas
le processus, non, évidemment. déroulement. Évidemment, vous ne direz pas ça. Avec cette pandémie, faut-il continuer le processus ou non? C'est le moment de s'interroger. Attendez, il ne faut pas livrer les responsables politiques à cette pandémie-là. Il va falloir revoir ce calendrier-là pour ne pas embraser le peuple et tout ça. Là. Il va falloir observer, mettre du temps pour voir. Je crois quand même que les autorités à l'écoute sauront quand même quoi faire en son temps, justement ça. Mais aujourd'hui, on sait que les partis politiques ont un peu de frein. Parce qu'il n'y a plus des regroupements. On a un tête des regroupements de plus de 10 personnes, oui. Alors qu'on sait qu'à l'heure actuelle, dans les partis politiques, il faut des réunions sur réunions, des meetings sur meetings, pour passer des messages et autres. Ce qui est sûr, on passera. Je pense qu'on doit attendre forcément d'abord la fin des 15 jours, d'accord. Donc, par rapport au dispositif de... Savoir à peu près pour savoir, parce que la tournure réelle des voilà, s'il y a une reddition, c'est normal que le gouvernement prenne autre mesure. Mais si la pandémie prend une propagation, donc je dirais plus accrue, on serait obligé de corser. Et en ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas de campagne. On essaierait de voir. En tout cas, pour l'heure, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas campagne ou bien il n'y aura pas élection. Parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc attendons voir d'abord l'évolution de la situation après les 15 jours pour savoir quelles mesures prendre. Merci Alain Diabou, directeur régional du groupe de presse matinal Wemé Plateau. En face de vous, Anou Mouriagua de Eden Télévision et bien sûr Corneille Aïssé qui a conduit ce débat. Le plateau technique dirigé par Igor Montonji à la réalisation, Denis Maroya, le cadre du jour. Ensuite, le son fait par Denis Maroya également et d'autres cadres de la maison. Merci à toute l'équipe de technique et merci à vous également, chers téléspectateurs. Ça fait à très bientôt pour d'autres débats sur le forum des rédactions. Au revoir.